Je passe la parole à Emmanuel Martineau qui va modérer la séance suivante et qui travaille beaucoup sur la bioingénierie d'organes et on le reverra cet après-midi faire une conférence. Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai le plaisir de voir dans la liste que beaucoup de travaux sont issus du master de sciences chirurgicales. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et donc, sans plus attendre, nous allons laisser la parole donc, à Monsieur Chavez, qui va nous parler de l'amélioration de la réponse cellulaire et la différenciation osseuse des cellules souches adipeuses après modification plasma du polymère silséquioxane polyédrique oligomérique polycarbonate urique. Voilà. Bonjour à tous. Je vais vous parler deux fois là sur un polymère qu'on utilisait pour des applications plutôt osseuses et puis un peu plus tard sur une microprothèse vasculaire. Donc ce travail a été fait il y a 1 an au sein de l'Université College of London dans le cadre du master de nanotechnologie et médecine régénérative. Les résultats ont été publiés l'année dernière dans le journal de la Société américaine de biochimie. Et ici, je vous ai mis les références si vous voulez en lire un peu plus, puisque là, je vais juste vous présenter les résultats les plus importants. Donc, ce diapo va être divisé en 5 parties. Je vais faire une introduction où on va parler des définitions, puis on va parler des objectifs, des hypothèses de notre étude, on va parler des matériels et des méthodes, et puis je vais finir par les résultats, la discussion et l'avenir de la recherche. Donc c'est quoi le plasma? Le plasma est le 4e état de la matière, c'est un gaz qui est ionisé, qu'on retrouve dans la foule, dans l'état naturel, et aussi dans les bandes solaires. Également, on peut créer du plasma au laboratoire, et c'est ce qu'on a fait nous avec cette machine. Et en fait, ce plasma, il nous permet de modifier la surface des polymères, juste la surface, sans modifier les propriétés physiques de la matière. Donc c'est quoi le post-PCU? Le post-PCU, c'est un polymère qui a été développé par l'University College of London à peu près 10 ans et qui a des propriétés uniques. C'est-à-dire qu'il est biocompatible, il ne crée pas de réaction inflammatoire et il a déjà été testé pour des applications en reconstruction auriculaire, en reconstruction aussi de trachée et pour la création de conduits lacrymaux. Ensuite, pourquoi on s'est intéressé à la génétique tissulaire osseuse dans notre étude? Parce qu'en fait, il y a plusieurs pathologies traumatiques, dégénératives, congénitales et oncologiques qui touchent l'os. Et souvent, ces pathologies ne vont pas jouer sur la durée de vie des malades, mais vont jouer sur la qualité de vie. Et on sait qu'aux États-Unis, il y a à peu près 1,5 million de personnes qui sont touchées par une maladie qui touche l'os, ce qui coûte à la société à peu près 18 milliards de dollars par an. Donc, quels étaient les objectifs de notre étude? Donc, nous, on voulait fonctionnaliser la surface de ce polymère avec des groupes fonctionnels amines par polymérisation de plasma. Et on voulait étudier la réponse de cellules souches adipeuses exposées à cette surface. Avec l'hypothèse que ce polymère modifié avec des groupes amines pourrait améliorer la réponse cellulaire et la différenciation osseuse de cellules souches adipeuses. Donc là, on va passer au matériel et méthodes. Ici, vous avez un schéma de ce qu'on a fait. Donc en fait, là ici, vous voyez ici, vous voyez le polymère sans modification. Ensuite, on a exposé un polymère à un plasma d'oxygène pour activer sa surface. Et ensuite, on a introduit un monomère d'alamine qui permet en fait de poser des groupes amines NH2 sur la surface du polymère. Donc, après cette modification, on a caractérisé la surface avec des tests quantitatifs et qualitatifs. Et on a évalué la réponse cellulaire par des tests de prolifération cellulaire et on a également évalué la différenciation ostéogénique par des tests quantitatifs et qualitatifs. Ensuite, on va passer aux résultats. Ici, je vous présente un test de l'inhydrine. Le test de l'inhydrine nous permet de mesurer la densité de groupes amines à la surface du polymère. Et là, vous voyez qu'avec plus de temps de polymérisation, donc 1, 2, 5 et 10 minutes, on a une couleur qui est plus intense, donc il y a plus de densité de groupes amines à la surface. Ensuite, on a aussi mesuré l'angle de contact. L'angle de contact, c'est une technique qui nous permet de mesurer l'hydrophobicité d'un matériau. Et en fait, on prend une goutte d'eau qu'on pose sur la surface.
Et ensuite, on mesure l'angle entre la goutte d'eau et la surface du matériau. Plus l'angle est important, plus le matériau est hydrophobique. Dans notre étude, on a montré que le polymère qui n'était pas modifié le polymère qui n'était pas modifié était plutôt hydrophobique, et le polymère qui était modifié après 1 minute devenait rapidement hydrophobique, jusqu'à 5 minutes de polymérisation, puis à 10 minutes il redevenait encore hydrophobique. Ensuite, on a aussi fait des tests morphologiques, et ici vous voyez les résultats de la microscopie électronique. Vous voyez qu'avec les temps de polymérisation, il y a la création d'un relief de plus en plus important, donc du haut vers le bas. Et puis en bas à droite, je vous montre les résultats de la spectrométrie photoélectronique, où on a mesuré le pourcentage d'azote à la surface du matériau, du polymère, et on voit qu'à partir d'1 minute de polymérisation, on a un fort pourcentage d'azote à la surface du polymère, et ça diminue à 10 minutes de polymérisation. Ensuite, après, on a lavé le polymère avec de l'eau moléculaire, et on a encore fait la spectrométrie photoélectronique. On a vu là que les groupes azote étaient à peu près pareils, comparables au polymère non modifié, sauf pour un temps de polymérisation de 10 minutes. Ensuite, on passe aux résultats cellulaires. Donc ici, je vous montre au milieu les résultats sur le polymère qui n'est pas modifié. Et là, vous voyez les cellules souches qui sont rondes et qui ne prolifèrent pas beaucoup, alors qu'à droite, vous voyez les cellules qui sont très étalées et qui ont beaucoup proliféré. En termes de différenciation osseuse, on a mesuré l'activité de la phosphatase alcaline. Et ici, vous voyez qu'à J14, l'activité de la phosphatase alcaline était très, très élevée dans les cellules qui étaient cultivées dans le polymère modifié. Ensuite, on avait fait des tests qualitatifs, et ici, on a fait l'immunohistochimie pour retrouver l'osteopontine dans les deux surfaces, donc le polymère non modifié et le polymère modifié. Et donc, on a retrouvé que la osteopontine était bien produite dans toutes les surfaces. Ensuite, on a aussi mis en évidence le collagène type 1 à J14 et à J21. Et donc ici, vous avez des images qui montrent que ce collagène était bien produit dans toutes les surfaces. Ensuite, on a fait un test quantitatif et on a mesuré le collagène total dans les deux polymères. Ici, on voit qu'à J14 et à J21, le collagène total était il y avait beaucoup plus de collagène total produit par les cellules qui étaient exposées au polymère modifié. Donc, pour résumer, on a pu modifier la surface de poste cellule avec les groupes amines. C'est une modification qui est possible et qui est stable, surtout pour 10 minutes de polymérisation. On a pu différencier les cellules souches adipeuses, soit sur le polymère modifié comme sur le polymère non modifié, mais surtout, on a montré que la réponse ostogénique était meilleure sur le polymère qui était modifié par les groupes amines. Et là, ensuite, on passe à la discussion. Donc, dans notre étude, on a utilisé un temps de polymérisation qui était de 10 minutes. Alors, c'est très important de savoir ce qui se passe avec les cellules souches si on les expose à des temps de polymérisation plus courts, d'1 minute, ou 2 minutes, ou 5 minutes. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire 10 minutes de polymérisation? C'est aussi important de savoir le rôle exact des groupes amines sur les cellules, parce qu'actuellement, on ne sait pas comment ça marche. Et il faudrait qu'on passe à un modèle 3D et in vivo. Et puis, une dernière question, c'est si on arrive à greffer des groupes amines NH2 sur la surface de ce polymère, est-ce qu'après on pourrait greffer de manière covalente des protéines ou des chaînes peptidiques pour rendre la réponse des cellules encore plus spécifique. Donc, en conclusion, la modification de ce polymère par du plasma est possible et efficace. C'est une technique qui est simple et surtout elle nous permet d'élargir les applications d'un polymère vers, comme dans notre cas, vers la régénération osseuse. Donc, je finirai avec ce diapo. Merci. Merci pour cette belle présentation. Donc, si on se résume, vous mettez en présence de ce polymère des cellules souches adipeuses et elles s'orientent vers la voie ostéogénique. Si par exemple, en présence de ce polymère, vous mettez des CSM, qu'est-ce qu'il advient? Qu'est-ce qui se passe? Et mon autre question, c'est elles s'orientent vers la voie donc ostéogénique, mais par quel mécanisme? Et voilà. La première question, en fait, on a induit la différenciation osseuse à J7,
Donc toutes les cellules étaient guidées vers la différenciation osseuse. En fait, ce qu'on a montré surtout, c'est qu'avec le polymère modifié, la réponse était meilleure. Donc là, en fait, toutes les cellules souches ont été guidées avec un protocole de différenciation à J7. À J7, on a introduit le produit, toutes sont parties vers la voie osseuse. Ce qu'on a voulu montrer, c'est surtout que sur cette surface-là, la réponse était meilleure. Et l'autre question, actuellement, on ne sait pas trop comment ça marche, ce mécanisme. C'est peut-être une histoire de récepteurs, d'intégrine ou de la surface du polymère qui réagit avec les protéines. Ça, on ne sait pas encore comment ça marche. Si vous mettez d'autres types de cellules souches, qu'est-ce qui se passe? Vous avez essayé ça? Non, on n'a pas essayé ça. Ça, c'est une très bonne question, mais est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Bon, c'est intéressant. Alors, ce que vous fabriquez là, ça n'a pas de pattern particulier. Ça, dans le morphologique. Oui, au terme classique de patterning, c'est-à-dire que vous ne reproduisez pas des formes particulières. Non, là c'était vraiment un modèle 2D. C'est vraiment une lame plate, ce que je vous montre sur les images de microscope électronique. C'est un polymère qui est plat à la base, mais une fois qu'on le modifie, en fait, il y a la création de micro-vallées. Oui, c'est un polymère qui est une lame en fait. Macroscopiquement, c'est une lame qui est plate. Ce qui serait intéressant, c'est de combiner des formes avec votre modification de surface. Voilà, donc ça c'est l'étape d'après, c'est faire un modèle 3D où on a la surface, on a des pores qui reproduisent la matrice intercellulaire aussi. Mais, voilà, ça c'est l'étape d'après. Donc effectivement, comme disait Emmanuel, vous avez l'intention de vous adresser à d'autres types cellulaires ou en tous les cas à d'autres objectifs de différenciation, par exemple. Voilà, c'est ce qui on montre avec cette méthode en fait qu'avec cette machine à plasma, c'est une méthode qui dure, c'est vraiment très rapide, on peut mettre n'importe quel polymère dans cette machine pendant 3 minutes et puis on peut la greffer avec ce qu'on veut en fait. Donc c'est intéressant pour la suite d'étudier plusieurs points. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il nous a été dit tout à l'heure que sur les matières dures, les cellules souches devenaient de l'os. Donc avec des matières molles, qu'en est-il? Oui, on sait que, merci pour la question, c'est une très bonne question. On sait que les cellules, en fait, elles réagissent non pas seulement à la biochimie, donc non pas seulement aux récepteurs, mais aussi à la mécanique et aussi aux éléments solides. Et en fait, nous, on essaie de jouer avec en génétique cellulaire, on essaie de jouer avec tous ces 3 éléments, avec la morphologie, avec la biochimie et avec les facteurs qui sont circulants pour différencier les cellules, pour travailler, pour qu'elles s'adaptent à ce qu'on veut. Mais voilà, ça c'est une autre question aussi, c'est un autre facteur avec lequel il faut jouer. Moi j'avais 2 petites questions. Votre polymère, il est implantable? Il est implantable. Il est biodégradable? Ça, non, il n'est pas encore biodégradable. Non, en fait, il peut être biodégradable, mais c'est pas. Quand on fait de l'os, c'est pas souvent la question qu'on pose. Non, mais donc il est très os dirigé, votre polymère? Pas tellement, comme je vous ai montré, il a été utilisé pour créer de la trachée, du cartilage. En fait, c'est plutôt pour des applications là, dans ce cas spécifique, pour les applications solides. Mais voilà, c'est une question après, dans le topo que je fais un peu après. Ok, merci. Donc on va enchaîner.